Louis XVIII avait succédé à Napoléon Ier une première fois suite à la défaite de la campagne de France en 1814. Puis, il avait dû se retirer lorsque Napoléon Ier avait débarqué de l'île d'Elbe pendant la période des 100 jours. Louis XVIII revient enfin sur le trône de France après la défaite de Waterloo et il y restera jusqu'à sa mort en 1824. La Révolution et l'Empire à sa suite ont fractionné, divisé la France en de nombreux partis qui s'opposent. Et Louis XVIII a la tâche, qui semble quasi impossible, de tenter d'unifier le pays autour de la charte constitutionnelle qu'il a signée en 1814. À la mort de Louis XVIII en 1824, c'est son frère, le comte d'Artois, le plus jeune frère de Louis XVI, qui monte sur le trône. Il prend alors le nom de Charles X. Charles X rencontre les mêmes difficultés que son frère Louis XVIII face à une France très divisée. Charles X fait partie des ultra-royalistes, de ceux qui souhaitent un retour plénier à l'Ancien Régime. C'est d'ailleurs pour marquer son attachement à cette tradition que Charles X se fait sacrer roi à Reims, comme de très nombreux rois avant lui. Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI ont été sacrés rois à Reims. Charles X conserve comme chef du gouvernement un homme du nom de Jean-Baptiste de Villèle. Jean-Baptiste de Villèle était devenu chef du gouvernement sous le règne de Louis XVIII au moment où les ultra-royalistes étaient passés au pouvoir, suite à l'assassinat du neveu de Louis XVIII, le duc de Berry, qui est en fait le second fils de Charles X. Jean-Baptiste de Villèle, donc un ultra, travaille avec Charles X pour essayer d'effacer les traces de la Révolution en France. C'est pour cette raison qu'il fait voter diverses lois, comme notamment une loi qui favorise tous ceux qui ont été spoliés, c'est-à-dire à qui on a volé, pris les biens pendant la Révolution française. Petit à petit, l'opinion publique, c'est-à-dire l'avis du peuple, est de plus en plus défavorable à Charles X et à Villèle. Pour beaucoup, toutes ces réformes ne sont pas acceptables, car elles remettent en cause ce qui a été mis en place pendant la Révolution et elles mettent en danger la charte constitutionnelle. Villèle démissionne et Charles X se voit obligé de mettre un chef du gouvernement plus modéré, Martignac, qu'il remplacera vite par un ultra, son ami le prince de Polignac. Charles X connaît de grands succès militaires. Il organise une expédition en Algérie qui se termine par la conquête d'Alger le 9 juillet 1830. Fort de son succès et espérant pouvoir compter sur cette nouvelle popularité, Charles X et Polignac publient 5 ordonnances, ce sont des textes de loi, qui vont précipiter la chute du roi. Parmi ces ordonnances, il y a entre autres la suppression de la liberté de la presse, ce qui veut dire que les journalistes ne peuvent publier ce qu'ils veulent et doivent obtenir une permission de publication. Suite à ces ordonnances jugées trop sévères, Paris se soulève à la suite d'un journaliste appelé Adolphe Thiers. Des barricades sont montées à Paris les 27, 28 et 29 juillet 1830, journée que l'on appellera les Trois Glorieuses. Charles X, qui au début s'obstine à garder les ordonnances, finit par les retirer, mais trop tard. Il est contraint à l'exil et abdique en faveur de son petit-fils. Il nomme son cousin, le duc Louis-Philippe d'Orléans, comme lieutenant général du royaume, avec pour mission de permettre l'accession au trône de son petit-fils, le duc de Bordeaux, qui devra régner sous le nom d'Henri V. Charles X, lui, s'exile en Angleterre et c'est la fin de la période que l'on appelle la Restauration. Car en effet, les choses ne vont pas se passer comme il les avait prévues et son petit-fils ne montera jamais sur le trône de France. Les républicains qui ont largement participé au succès des émeutes de juillet ne parviennent pas à obtenir le retour à la République qu'ils désirent tant. En effet, les bourgeois ont encore de trop mauvais souvenirs de la Convention et du Directoire. Mais ils ne veulent pas non plus d'un retour à l'Ancien Régime. C'est Louis-Philippe Ier qui est choisi pour monter sur le trône. Le règne de Louis-Philippe est surnommé la monarchie de Juillet car elle découle de la révolution des Trois Glorieuses,
survenue au mois de juillet 1830. À la différence de ses prédécesseurs, Louis-Philippe ne prend pas le titre de roi de France, mais de roi des Français. Et pour marquer son attachement au peuple français et aux valeurs de la Révolution, il adopte le drapeau tricolore, c'est-à-dire le drapeau bleu, blanc, rouge. Louis-Philippe Ier, fils de Philippe Égalité qui avait voté la mort du roi Louis XVI, est surnommé le roi citoyen et il prête serment sur la charte constitutionnelle qui a été révisée. Tout comme ses prédécesseurs, Louis-Philippe Ier doit faire face à un pays divisé. D'un côté, il y a les royalistes légitimistes. Les légitimistes, ce sont ceux qui restent fidèles à la dynastie des Bourbons et qui souhaitent donc un retour d'un Bourbon sur le trône de France, qui désirent le retour à l'Ancien Régime. Vous avez aussi les bonapartistes qui rêvent de l'empire de Napoléon. Vous avez les républicains qui s'estiment lésés. Ils ont largement participé à la Révolution de 1830 et ils n'ont pas encore pu avoir leur république qu'ils désirent tant. Et même du côté des royalistes modérés, vous avez deux groupes qui s'opposent. D'un côté, le parti du mouvement, c'est-à-dire ceux qui estiment que la Révolution de 1830 n'est qu'un début et qu'il faut aller plus loin, il faut continuer les réformes. Et de l'autre, le parti de la résistance, qui considère la Révolution de 1830 comme un aboutissement et qui veut conserver les réformes qui ont été mises en place, mais ne rien rajouter de supplémentaire. C'est le parti de la résistance qui obtient l'appui du roi. L'opposition au roi des différents partis ne cesse de grandir, chaque groupe cherchant à imposer ses revendications. La colère gronde, d'autant que si les bourgeois, les industriels s'enrichissent pendant le règne de Louis-Philippe Ier, les ouvriers connaissent des conditions de travail très difficiles. Et en 1847, des récoltes désastreuses engendrent une crise économique. L'opposition organise des banquets au cours desquels sont prononcés de grands discours contre le gouvernement. Guizot, ministre du roi Louis-Philippe depuis 1840, interdit l'un d'eux, un des banquets, le 22 février 1848. Cette interdiction entraîne une émeute. Guizot est alors renvoyé. Heureux, les insurgés organisent une marche triomphale dans Paris, mais qui se transforme en fusillade. En quelques heures, des barricades sont levées dans tout Paris. C'est la Révolution de 1848. Le lendemain, Louis-Philippe abdique au profit de son petit-fils, le comte de Paris. Louis-Philippe Ier et son épouse Marie-Amélie s'enfuient en Angleterre. Les républicains, bien décidés à ne pas se faire avoir une nouvelle fois, proclament au plus vite la Seconde République.